Monsieur Jean-Carole Godet, vous êtes dans votre 103e année. Vous êtes donc né en 1905 Oui, à Neuchâtel. oui. Racontez-nous comment s'est passé. Faubourg de l'hôpital. Et vous vous souvenez encore de la rue? Ah oui, très bien. C'est une rue des plus courantes à Neuchâtel. C'est la rue, le faubourg de l'hôpital. Vous avez aujourd'hui 103 ans. Finalement, quel est votre secret pour être arrivé On aussi n'a âgé? aucun secret. Je peux dire alors en bonne conscience que je n'ai abusé ni de la fumée, ni de l'alcool, ni le physique de l'amour. Je n'ai pas abusé de ces choses-là. J'ai mené une vie sage. Mais aujourd'hui encore, que faites-vous pour maintenir votre Ah, ça, forme? c'est justement une chose, c'est pas moi qui me suis fait. Je porte une énorme hérédité, comme tout le monde d'ailleurs. Du côté de mon père, du côté de ma mère. Ma mère était des très bonnes familles de Neuchâtel. Elle s'appelait Jeanne Élisabeth de Marval. Il n'y a plus de Marval, ils sont éteints. C'est une famille qui vient de s'éteindre dans un cousin qui était pianiste et très connu. On disait Louis de Marval, le pianiste, oui. Il est mort. Et voilà. Vous êtes né donc à Neuchâtel. Vous avez fait un voyage qui vous a beaucoup marqué en Roumanie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce voyage? Alors, c'est la première place que mon père a trouvée pour pouvoir se marier. Ils étaient fiancés avec ma mère, et puis enfin est venue la place qui lui a permis de s'établir. Mais surtout, c'est à l'âge de 7 mois. Et vous êtes parti rejoindre votre père en Roumanie. Voilà. Que faisait votre père? Mais il était bibliothécaire du roi Carol Ier, Karl der Erste, König von Rumänien. C'est les Roumains qui ont choisi ce prince allemand, qui était de la famille des Hohenzollern. Donc, vous étiez très très jeune et vous avez eu un problème de santé, je crois, non? C'est-à-dire, oui, j'ai été pendant 3 ans malade. Pendant 3 ans. Je ne me débarrassais pas de maux d'estomac. Ma mère, en allant en Roumanie, elle ne pouvait plus m'allaiter. Alors, on a acheté du lait, mes parents, enfin ma mère, ont acheté du lait dans une laiterie, mais ce lait, ce n'était pas du lait de vache. C'était du lait de buffle, beaucoup plus gras, d'où, moi, une entérite ou je ne sais pas quelle maladie, ça m'a procuré tout de suite des inconvénients d'estomac, et j'ai été malade pendant à peu près tout le temps. Et ma mère, elle, alors, c'était pas l'estomac, elle a eu un poumon atteint. Elle avait de la fièvre tous les soirs, et le médecin de là-bas a conseillé à mon père de ramener sa femme et sa famille. Il y avait encore une sœur à moi, nous étions 2 à ce moment-là. Le roi a accepté, parce que mon père lui devait beaucoup. Le roi, au dernier moment, il lui a dit, écoutez, ça ne me suffit pas, vos degrés de l'université, j'aimerais que vous soyez docteur en quelque chose. Alors, le roi lui a dit, c'est moi qui paye tout. Le roi a payé les études pour l'obtention du doctorat de mon père. Alors, mon père, vu ma mère très malade, a été très compréhensif. Il a dit, oui, je comprends votre situation, etc. Et il a libéré mon père de toutes les obligations. Et c'est comme ça que mon père, ayant vu que la place était
était pourvoyable, a posé sa candidature et il a été nommé. Donc vous êtes venu vous installer à Berne. Oh, absolument fabuleux. Il a quitté le roi pour se mettre sur le fauteuil de directeur de la Bibliothèque nationale à Berne. Vous avez fait vos écoles à Berne Oui, et je crois que... toutes, oui, 14 ans d'école à Berne. Vous n'aimez pas quand on dit le Schweizerdeutsch. Pourquoi? Et parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs Schweizerdeutsch? Ah oui. Je vais vous donner un exemple. S'il vous plaît. À Berne, on dit heiter, weiter. Avez-vous, pouvez-vous. À Zurich, on dit hensi, wensi. Les mêmes mots, mais autrement dit. Heiter, c'est hensi. Weiter, volontiers. Mais le Bernerdeutsch, c'est vraiment une langue très différente des autres. Pas tellement différent. Non. Et puis, quand il est venu l'heure pour vous de choisir un métier, comment ça s'est passé? J'ai raté l'école, je devais, en somme, j'aurais dû doubler 2 fois, mais ça ne se fait pas, il paraît. Et alors, on m'a sorti de l'école. Et puis, mon père m'a dit, tu ne peux pas rester, ça n'a rien à faire. Et on m'a mis aux arts et métiers. Kunst- und Gewerbeschule à Berne. Vous étiez un mauvais élève. Je crois pas, non. J'étais un mauvais élève, oui, pour les classes classiques. Là, je ne suivais pas. J'étais tout le temps malade. La Roumanie m'a complètement détraqué et j'étais tout le temps malade. Alors, il fallait tout le temps rattraper, n'est-ce pas, rattraper les cours que je n'ai pas pu suivre. En fait. Et quel a été votre premier emploi? Dans une maison à Berne qui s'appelait Riff et compagnie, RY2F, Riff et compagnie, qui avait des machines de dubier. Et ça vous a plu comme travail, comme activité? Oui, c'était intéressant. Alors, j'ai poussé à l'extrême pour devenir vraiment un connaisseur. Et c'est à cette époque que vous vous êtes fiancé, ou bien? J'ai de la peine à répondre exactement. Ma fiancée était française. Je l'avais rencontrée à Paris. Et le fait que vous n'aviez pas beaucoup d'argent, pas facile de se marier à ce moment-là? Mais il fallait que je trouve une place qui puisse suffire pour un ménage. Donc si vous ne gagnez pas d'argent, pas possible de se marier. Ah oui, c'était impossible. On parle un petit peu de votre papa. Oui. Il était donc le directeur de la Bibliothèque nationale et il a eu l'occasion de représenter plusieurs fois la Suisse à l'étranger, je crois. Oui. Il y avait, ça s'appelait, je crois, l'Union internationale des bibliothécaires ou quelque chose comme ça. Mon père a connu tout ce qui était important en Suisse. Des types comme Reynolds, le Fribourgeois. Il a eu l'occasion de rencontrer Albert Einstein aussi une fois. Est-ce que vous pouvez Alors nous oui, raconter il y ça? a une anecdote, je dois dire, elle est très drôle cette anecdote. Il se réunissaient certains Suisses, enfin, des gens haut placés. Il y avait Gonzague de Reynolds, entre autres, professeur de littérature française à Berne, à l'université. Et mon père, directeur de la Bibliothèque nationale, Reynolds a fait la remarque qu'il n'y connaissait rien dans les bouquins et qu'il fallait qu'il ait quelqu'un avec lui. Alors on lui a dit, bon, on vous mettra M. Marcel Godet en second. Alors il y avait les 2 Suisses qui s'opposaient à des Français, des Allemands, des Hollandais. Et mon père faisait donc partie des 2 Suisses qui représentant la Suisse à ce qui s'appelait la coopération intellectuelle. C'est à cette occasion
une réunion, très nombreuse, parce que c'était public, je crois, cette grande réunion. Il y avait Albert Einstein, notamment. Il y avait Einstein et il y avait un grand physicien, je crois d'origine belge. Lors d'une de ces réunions, dans un grand hôtel à Berne, il y avait Einstein. Et mon père a fait la connaissance d'Einstein, ça a tout de suite croché. Ils ont été très, très amis. Et dans une de ces réunions, il y avait une double, comment est-ce qu'il faut dire, il y avait deux conférences, une de bonne heure et l'autre juste avant midi. Et puis il y avait 1 heure d'arrêt entre les deux. Et mon père me dit, oh, j'ai tellement envie de fumer une pipe. Et il y avait entre autres, il y avait Einstein, et puis qui lui dit, mais Monsieur Godet, on pourrait aller au bord du lac, alors. Puis ils sont partis pour le bord du lac, puisqu'il avait envie de fumer une pipe. Il a tiré sa blague, et puis il l'a ouverte, puis il voyait Einstein qui était à sa droite, oui. Ça l'a frappé de voir cette machine, puis on disait comme ça. Il a dit, mon père lui a dit, ça paraît vous intéresser, puis Einstein lui dit, oui, oui, ça m'intéresse. Alors mon père a compris, et il a fait comme ça, comme ça. Et puis ensuite, il a passé la blague à Einstein, qui a fait comme ça, puis qui regarde mon père, dit à mon père, en faisant ça, génial. C'est beau ça. C'est magnifique. Ce grand génie, n'est-ce pas, qui lui aussi distribue c'était magnifique. C'est votre père qui a fait découvrir la fermeture éclair à Einstein. Oui, oui, parce Tout que simplement. Einstein ne connaissait pas. C'était l'époque où ça commençait, ça débutait. Vous avez vu et vécu beaucoup de choses dans votre vie. Le jour où vous décéderez, bon, on espère le plus tard possible, Oui. qu'est-ce que vous aimeriez que l'on écrive sur votre tombe? Je suis absolument sans, comment est-ce qu'il faut dire, sans document, comme pas de bachot, pas de ci, pas de ça, rien. J'ai peut-être une attestation comme quoi j'ai suivi pendant 1 an, je ne sais pas quoi, les arts et métiers, mais je n'ai absolument aucun titre, d'aucune façon, aucun titre. Je suis à titre. Mis à part que vous avez le titre de centenaire et même plus que centenaire. Peut-être, je ne sais pas, en tout cas. Quand on parle de Dieu, je sais que c'est un sujet qui vous fâche un peu. On voit souvent la mention sur les avis mortuaires, il plut à Dieu de rappeler tel et tel, et je crois que ça vous énerve un petit peu, Oh, ça. tout à fait. Expliquez-nous pourquoi. Je ne crois pas que Dieu puisse décider de quelqu'un qui meurt ou qui laisse quand on pense qu'on est des milliards. Si on était disons, la densité en Suisse de l'humanité, c'est peu de choses. Mais quand on pense aux milliards, c'est complètement invraisemblable. Que Dieu aurait la liste. Écoutez, il y a une chose aussi invraisemblable. Jésus, c'est textuel ce que je vous dis, j'invente pas. Il dit, je reviendrai pour juger les vivants et les morts. Un type me dirait ça, je dirais, monsieur, allez à la porte d'à côté, mais chez moi, c'est des rigolades de ça, ça joue pas. Ce qui vous énerve aussi, c'est quand on dit sur les avis mortuaires que telle ou telle personne était un homme de cœur. Ah oui, mais c'est le cœur. De quel cœur s'agit-il? Oui, mais c'est pas la signification scientifique du cœur. Le cœur n'a rien à faire et rien à voir avec les sentiments. Les sentiments, c'est dans la tête, c'est le cerveau.
Le cœur, c'est une pompe à sang, refoulante et aspirante, ou aspirante et refoulante. Voilà, il n'y a que ça. Le cœur, c'est une pompe à sang. Et la fameuse formule que ton repos soit doux, etc., vous fâche aussi. Eh bien, c'est faux. Les deux choses sont fausses. Ton repos soit doux, c'est faux parce que le repos, la mort n'est pas un repos. Ce n'est pas un repos, la mort. C'est quoi alors? Mais c'est rien. C'est le néant. Il n'y a pas de qualification ordinaire après la mort. On ne peut pas dire il est mort, et il est bien ou il est mal. C'est le néant. Le néant, c'est rien. Ça vous fait pas peur, vous, qui avez quand même déjà 103 ans, le néant? Non, je ne parle pas de moi. C'est faux de parler de ce qu'on peut être ou comme ça après la mort. L'homme ne sait pas qu'il est mort. L'homme ne sait pas qu'il est mort. Ça se comprend très bien. Parce que s'il pouvait prouver qu'il n'est plus vivant, eh ben, ce serait un vivant qui parle, et pas un mort. Oui, c'est intéressant, ça. Mais écoutez, il ne peut pas le savoir, c'est pas possible. Il ne peut pas le savoir puisqu'il est mort. Mais oui. Comment dire je suis mort? C'est de la rigolade alors. Mais que pensait de tout ça votre arrière-grand-père, je crois qu'il était... Alors j'en sais rien, l'arrière-grand-père, je ne l'ai pas connu. Non, mais il a écrit des livres. Hein. Mon grand-père, oui. Mais mon arrière-grand-père, non. Il a écrit un livre notamment sur les anges. Oui. Parlez-nous des anges. Oui. Mais les anges, pour moi, ça n'existe pas. C'est des affabulations. Vous ne croyez pas aux anges? Mais comment on croira à des absurdités? Il faut rejeter tout ça loin. Parlez-nous aussi, si vous le voulez bien, de cette étrange histoire que celle de la Vierge Marie. La Vierge Marie, on dit l'Immaculée Conception. Mais oui, parce qu'elle n'a pas eu de mari. Pourquoi le mari? C'est sale? Non. C'est sale, le mari? Parce qu'immaculé veut dire qu'il n'est pas taché. Comment s'est trouvée enceinte la Vierge Marie? Elle était mariée. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui aurait... Oh, ben écoutez, elle était mariée, alors. Que son mari dise non, non, je ne l'ai pas touché. Oui, c'est possible. Donc pour vous, la Vierge Marie n'était pas aussi vierge que ça? Mais non, c'est une femme comme une autre, quoi. Dieu créa l'homme. S'il créa l'homme, c'est l'homme qui se reproduit. Il crée pas un homme, il crée l'homme qui devient des milliards, des milliards. Est-ce qu'il y a des choses que dont vous aimeriez nous causer, qui vous tiennent à cœur? Des choses. Des choses qui vous tiennent à cœur? Oui, ça me tient à cœur de ce qu'on bourre le crâne de choses fausses. Ah, les jeunes gens, les jeunes. On ne fait pas la différence entre ce que l'homme essaye de faire croire aux choses véritables. C'est la vérité qui manque. Il y a beaucoup de choses fausses, carrément fausses. Vous lisez encore beaucoup les journaux, vous regardez la télévision. Ah, oui, je mène tout à fait la vie ordinaire, du plus ordinaire des ordinaires. Quel regard alors portez-vous sur la société d'aujourd'hui? C'est très difficile de savoir. Je peux comparer à quand j'étais jeune, mais quand on est jeune, on n'a justement pas la vision qu'on a. Comment ça se contredit? Qu'est-ce qui vous tient à cœur, que vous aimeriez transmettre encore ou nous dire? Ah ben évidemment, c'est d'éviter les guerres. C'est que l'homme puisse profiter, mais ça c'est un vœu pieux peut-être, éviter les conflits qui ne servent absolument à rien. On se dit, qu'est-ce qui reste de la guerre de 1914? Qu'est-ce qui reste de bien
valable, si on peut dire. Il y a eu de guerre, mais par contre, il n'y a rien. Et il y a des millions de morts, des souffrances épouvantables, la guerre de 14. Et ça continue maintenant avec la guerre en Irak? Oui, oui. Ça, il ne fallait pas mettre le doigt dans cette. C'est une grosse erreur d'avoir voulu faire la police en Irak. Ça ne regardait pas, c'est une très mauvaise chose. Parce que entièrement nous, les Blancs, c'est notre race qui a fait cette bêtise de vouloir aller commander chez eux. C'est une erreur. Pour terminer sur une note positive, quel conseil donneriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui qui ont des visions d'avenir pas très positives? Ben, je crois que c'est d'écouter les pères et mères et la façon dont ils étaient et à l'école, la façon dont on est élevé, prendre ça au sérieux, faire des choses bonnes qu'on a, développer et te dire. On sait théoriquement qu'il ne faut pas faire ci, puis on le fait quand même. À mon avis, on a toutes les façons, toutes les raisons de vivre convenablement pour vivre en paix. Voilà, c'est surtout la paix.